Alors, il nous reste 3 mesures à voir. Il y en a plusieurs autres, là. Si vous cherchez sur Internet, vous allez en trouver une panoplie. Mais donc, je me suis limitée là, dans le cours à celles qui me paraissaient les plus pertinentes. Les 3 mesures qu'il nous reste à voir, c'est le levier, le taux de réponse et le taux de capture. Alors, ces mesures-là sont peut-être un peu plus pertinentes à regarder dans un autre contexte. Les capsules précédentes, j'avais pris l'exemple d'un test de détection d'une maladie. Je les vois moins là, ces mesures-là dans ce type d'application-là. On les voit plus un peu dans des domaines comme le ciblage publicitaire. Donc, nous allons regarder dans ce contexte-là. Alors, on va s'imaginer ici, on a nos observations. Donc, ça, c'est nos numéros d'observation comme on avait précédemment. Et puis, on les a classés ici dans l'ordre du plus probablement 1 au moins probablement 1 d'après notre modèle. Et puis, on a la vraie valeur ici. Donc, on va supposer que la vraie valeur, c'est la personne va acheter ou pas un certain produit. Donc, ici, là, la valeur de Y prédite, là, j'ai mis la valeur prédite si on mettait un seuil à 0,5, mais dans le contexte de l'analyse du levier, du taux de réponse et du taux de capture, on fixe pas nécessairement un seuil en particulier. Donc, cette variable-là est moins, cette colonne-là est moins importante dans le tableau. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence évidemment par ordonner nos observations dans l'ordre de la plus probable à la moins probable. Et puis, on va les séparer en groupes. Donc, ici, j'ai choisi de les séparer en 5 groupes de taille égale. Alors, chacun de mes 5 groupes a le même nombre d'observations. Donc, ici, chacun de mes 5 groupes a 4 observations. J'ai choisi 5 groupes pour faire l'exemple, mais on pourrait choisir un nombre de groupes différents. En fait, on pourrait même, un peu comme on le fait avec la courbe ROC, on pourrait même choisir un nombre de groupes qui correspond au nombre d'observations qu'on a dans notre jeu de données. Donc, on pourrait choisir un nombre de groupes de 20. Alors, vous voyez que le premier groupe ici contient 20% des observations pour lesquelles j'ai le plus probablement un 1. Une prédiction de 1. Alors, le taux de réponse. Le taux de réponse, c'est tout simplement le nombre d'observations positives dans un groupe donné divisé par le nombre total d'observations dans ce groupe. Donc, si on regarde la formulation mathématique de ça, là, c'est sachant qu'on est dans le groupe M. Donc, par exemple, ici, sachant qu'on est dans le groupe 1, c'est quoi la probabilité que la valeur de Y pour les observations dans ce groupe-là soit égale à 1. Donc, si on regarde le calcul ici pour le premier groupe, alors dans le premier groupe, comme dans chacun de mes groupes, j'ai 4 observations. On va revenir ici, là, et là, on va regarder, j'ai 4 observations, et sur mes 4 observations, j'en ai combien qui sont effectivement égales à 1? J'en ai 4. Donc, 100% de mes observations sont égales à 1. Donc, mon taux de réponse ici, ça va être en fait égal à 4 sur 4. Donc, dans mon deuxième groupe, j'ai encore 4 observations, ici. Mais dans mon deuxième groupe, j'ai 1, 2, 3 observations qui valent vraiment 1. Donc, dans mon deuxième groupe, mon taux de réponse va être de 3 sur 4. Donc, 3 de mes observations sur 4 valent 1. Comment interpréter ce genre de mesures-là là, dans un contexte, plus particulièrement dans un contexte d'affaires? Ben, c'est qu'on va se dire que si j'envoyais
par exemple, dans le contexte d'un ciblage publicitaire, si j'envoyais ma publicité uniquement à mon 20% des clients potentiels les plus probables, ben, j'aurais probablement un taux d'achat de 100%. Dans le deuxième groupe, donc dans les 20 à 40% les plus probables, j'aurais un taux d'achat de probablement autour de 75%. Maintenant, le taux de réponse cumulé, ben, c'est tout simplement le cumul de ça. Donc ici, pour le premier, là, ça va être encore 4 sur 4. Pour le deuxième, ça va être égal à 4, 1 dans le premier groupe, plus 3 valeurs positives dans le deuxième groupe, divisé par le nombre total de valeurs positives, le nombre total d'observations dans ces deux groupes-là, qui est de 8, ça va me donner 0,875. Donc, si j'envoie ma publicité à mon premier groupe uniquement, j'ai à peu près 100% de chance que les gens qui sont dans ce groupe-là achètent. Si je l'envoie aux deux premiers groupes, ben là, je descends à 87%. Si je l'envoie aux trois premiers groupes, ben là, dans l'ensemble de ces trois groupes-là, je descends à 75% de chances que les gens l'achètent. Et ainsi de suite. Donc, c'est une mesure qui peut être utilisée dans le cas de ciblage publicitaire, notamment. Vous devriez remarquer aussi que cette mesure-là, le taux de réponse, s'apparente beaucoup là, à la mesure de précision qu'on a vue précédemment. Donc, par exemple, là, si je regarde cette mesure-là ici, de 0,875, mais ça vient un peu à dire ce serait quoi la précision de mon modèle si, puis on va aller regarder ici à quel seuil on couperait. Donc si je mettais mon seuil à 0,58, disons, ben entre 0,56 et 0,59, ben j'obtiendrais une précision dans mon modèle de 0,875. Donc c'est pas le taux de réponse, c'est pas exactement comme la précision, mais c'est une façon d'analyser les données qui s'y apparente. Alors le taux de capture, si le taux de réponse s'apparentait à la précision d'un modèle, le taux de capture s'apparente lui à la sensibilité d'un modèle. Donc c'est le nombre d'observations positives toujours dans le groupe. Donc ce qui est en commun là, dans ces mesures-là, c'est qu'on y va vraiment par groupe d'observations. Donc c'est dans mon groupe combien d'observations positives j'arrive à capter sur le nombre d'observations positives qu'il y a dans l'ensemble de mon jeu de données. Ici, si vous allez faire le décompte, vous allez voir qu'on a 10 observations qui sont positives. Donc, si j'analyse les résultats pour mon premier groupe, par exemple, donc j'ai toujours 4 observations dans ce groupe-là. Alors, mon taux de capture, ça va être les 4 observations qui sont positives divisées par le total des observations positives dans l'ensemble de mon jeu de données. Même chose dans le deuxième groupe, donc ça va être égal à 3 sur 10. La mesure qui va nous intéresser en général, c'est pas tant le taux de capture à l'intérieur d'un groupe que le taux de capture cumulé. Alors, ici, donc pour la deuxième observation, le taux de capture cumulé, ben, je vais aller chercher combien j'en ai eu dans mon premier groupe, plus combien j'en ai dans mon deuxième groupe, divisé par le nombre total d'observations positives dans l'ensemble de mon groupe. Donc, j'ai un taux de capture de 70% dans ce groupe-là. Comment ça s'interprète, ça, en pratique, là, c'est que ça veut dire que si je cherche un modèle, si j'ai besoin d'avoir, par exemple, d'aller chercher 70% de mes clients, ou que je veux un modèle qui va me permettre d'aller chercher 70% des observations positives, des cas positifs que je pourrais vouloir détecter, ben j'ai besoin de mes deux premiers groupes, donc j'ai besoin dans ce cas-ci de 40% de ma population.
Si je veux aller chercher 90% de ma clientèle potentielle, par exemple, dans le cas d'un ciblage publicitaire, ben dans ce cas-là, je sais que je vais avoir besoin de mes 3 premiers groupes, donc 60% de mes observations qui avaient le plus de chances de effectivement mener à une vente. Dans certains cas, ce qu'on peut faire, ce que plusieurs personnes vont faire, c'est qu'ils vont tracer une sorte de graphique qui va ressembler beaucoup à la courbe ROC. Donc, le graphique, sur ce graphique-là, on va avoir en X la proportion de la population. Donc, la proportion là, de ce qu'on a dans l'ensemble de nos données. Et puis, on va aller voir si on cible les 20% qui sont les plus probables, les 40% les plus probables, les 60% les plus probables, 80% les plus probables et 100%. Et sur cette courbe-là, on va aller reporter c'est quoi mon taux de capture selon chaque proportion qui est ciblée. Alors, si je vais chercher 20%, mon taux de capture, on va mettre notre 0.5 ici et notre 1 là. Donc, si je vais chercher 20% de mes observations les plus probablement égales à 1, je vais atteindre 40% de l'ensemble de ce qui pourrait valoir 1. Donc, de l'ensemble de ma clientèle, par exemple. À 40%, je vais aller chercher environ 70%. Et puis, à 60% de mes clients potentiels les plus probables, je vais aller chercher ici 90%. Et enfin, avec 80%, j'ai vraiment mon 100% et ici aussi. Donc, on va aller tracer une courbe comme ça. Cette courbe-là s'appelle parfois la courbe des gains cumulés. Elle peut avoir d'autres noms selon certains domaines d'application, mais évidemment l'interprétation reste la même. On va chercher un modèle qui va le plus rapidement possible venir capter l'ensemble des observations positives. Donc, un peu comme avec la courbe ROC, là, on va chercher un modèle qui passe le plus près possible de la valeur 1. Donc, ce qu'on pourrait faire pour comparer des modèles sur cette base-là, c'est qu'encore une fois, on pourrait aller calculer l'air sous la courbe. Et puis, il y a des c'est souvent un des indicateurs qui est implanté dans les fonctions de base, là. Donc, c'est l'air sous la courbe des gains cumulés. Évidemment, là, il faut faire attention. Hein. Ici, c'est une mesure qui s'apparente à la sensibilité du modèle. Donc, c'est une mesure qui est importante, qui va être intéressante dans un contexte particulier, c'est-à-dire dans un contexte où c'est la sensibilité qui nous intéresse le plus. Puis aussi, ben, tu sais, c'est dans un contexte où on cherche la plupart du temps à voir comment on pourrait faire pour cibler le moins de personnes possible puis atteindre le maximum de 1 possible dans le moins d'efforts possible. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va chercher qu'on va vouloir utiliser ce type de courbe-là. Alors, le levier, maintenant. Le levier, on utilise souvent en anglais le terme lift. Et puis, dans certaines applications, on va utiliser aussi le terme amélioration. Le terme amélioration comme le terme levier là, sont tout à fait appropriés parce que c'est une mesure qui nous indique à quel point notre modèle est plus efficace que si on n'avait pas fait de modèle du tout. Alors, dans la mesure du levier, on va aller comparer le taux de réponse dans notre groupe M. Donc, on va encore procéder par groupe là, avec le premier groupe qui est le groupe le plus probable.
divisé par le taux de réponse global. Si on revient à l'idée d'un ciblage publicitaire, dans l'échantillon qu'on a, si on avait envoyé la publicité à tout le monde, on aurait eu un taux de réponse de 50%. Donc, dans notre échantillon, le taux de réponse global est égal à 0,5. OK. Maintenant, si on prend uniquement le premier groupe, dans le premier groupe, on avait vu que mon taux de réponse était de 1. Alors, si je compare cette valeur-là à ce que j'aurais obtenu si j'avais pas du tout utilisé un modèle pour le faire et que j'avais pris 20% là, de la population vraiment au hasard, ça me donne 1 sur 0,5 et ça me donne 2. Ça veut dire que dans mon ciblage publicitaire, en envoyant ma publicité uniquement au groupe 1, je suis 2 fois plus efficace que si je l'avais envoyé à 20% de la population au hasard. Donc, on calcule la même chose pour les groupes 2 et 3. Et puis, en général, à partir du moment où on arrive à 1, ben c'est là qu'on voit que notre modèle, ben rendu à ce nombre de groupes-là, notre modèle est rendu à peu près aussi efficace qu'un échantillonnage aléatoire. Et puis, en bas de ça, ben il est encore moins efficace qu'un échantillonnage. Si on envoyait la publicité au groupe 4 et 5 uniquement, on serait encore moins efficace dans notre ciblage publicitaire qu'un échantillon aléatoire. Donc, ce genre de mesure-là, qu'on va parfois reporter sur un graphique comme celui-ci. Donc, on va souvent mettre une barre comme ça, avec le 1 qui correspond à ce qu'on aurait comme taux d'efficacité dans la population si on envoyait à toute la population au complet. Alors, en général, on va se contenter de cibler les groupes dont les chances sont supérieures à ce qu'on aurait eu de façon aléatoire. Ceci dit, ça va dépendre en pratique de plusieurs facteurs, là, notamment des coûts de ce ciblage publicitaire-là. Donc, si notre ciblage publicitaire coûte très très cher, par exemple, des rencontres en personne, aller rencontrer les gens en personne à la maison, ça va coûter très très cher. Donc, on va cibler uniquement là, les clients qui ont vraiment un très haut potentiel d'acheter le produit. Si le ciblage publicitaire coûte un petit peu moins cher, des envois postaux par exemple, on pourrait se rendre là, jusqu'à 60% de la population. Ce que je vous dis là, c'est uniquement des exemples. Il faut vraiment prendre le temps de le réfléchir en fonction de chaque besoin et de chaque situation. Mais c'est un exemple d'utilisation de ce type de mesure-là, la courbe de levier.